La voix des entrepreneurs, gérer les échanges de vive voix. Ton meilleur appel, ta meilleure réunion avec un client. Je dirais que c'est quand tu as un client que tu connais pas qui t'appelle et qui te dit oui bonjour, j'ai vu vos réseaux sociaux ou j'ai vu votre site, j'aime trop ce que vous faites, je veux bosser avec vous. Bon après là c'est le double bingo, hein, forcément ça se passe pas toujours comme ça, mais ça ce genre d'appel quand ça m'émeut. Moi en fait c'est pas genre un client, c'est une période. Au début en général tu t'adaptes, c'est toujours ça avec un client. Ouais. Quand tu as des échanges, tu apprends à connaître sa façon de fonctionner, etc. Au téléphone t'es un peu hésitant, lui aussi, voilà, tu sais, c'est un peu, on fait connaissance. Et la meilleure partie, moi je trouve que c'est celle d'après où tout le monde commence à se détendre. Quand le client il te dit bon, on peut se tutoyer. Ouais voilà, c'est ça. C'est cette partie-là moi, que je préfère. Plutôt style décontracté, proximité client ou échange professionnel tiré à 4 épingles. Alors, quand c'est moi qui vais vers un client, c'est plus, on va dire, échange tiré à 4 épingles. Parce que en plus, t'es pas sûr de tomber sur quelqu'un qui a envie du côté friendly. Donc, dans tous les cas, quand j'aborde un client, ce sera toujours de cette façon et j'attends que ça vienne de lui ou j'attends un signe pour lui proposer. Après, c'est vrai que sur des clients au long terme, sur des projets au long terme, je préfère ensuite que ça se détende et que ce soit un peu plus friendly et voilà. Mais au début, jamais. Toi, au début, t'as plus tendance à oser. J'attends quand même le signal. Comme de toute façon, nous, notre positionnement, c'est de dire on est là pour nos clients. Au bout d'un moment, on fait entre guillemets partie de la famille et naturellement, de toute manière, les clients veulent nous intégrer. Nous, on fait que du sur-mesure, de l'adapter. Forcément, ça crée de la proximité et naturellement, les clients en général, c'est bon, on se tutoie. Ça, c'est mon portable perso. S'il y a le moindre truc, tu m'envoies un petit SMS. J'ai déjà eu un je t'ai tweeté. Moi, j'adore quand tu commences à mettre des smileys dans les mails. Comment gères-tu tes émotions pendant un échange direct avec tes clients? Colère, peur, frustration, angoisse. Alors, je trouve quand même qu'on n'a pas trop galéré sur ce point. Dans mon précédent job, quand j'étais en agence de com, là j'ai eu beaucoup plus de situations dans lesquelles... mais je trouve que c'est pas trop arrivé. Par contre, quand ça arrive, comment je fais pour gérer? Je fais un peu une pause dans l'échange. Pour moi, avoir le temps de prendre un peu du recul. Mais si c'est un échange direct, genre t'es au téléphone Ouais. et ça monte crescendo, comment tu fais une pause? Et ben tu lui dis, je vais me renseigner, et puis on se rappelle, et puis tu reportes la discussion. Tu temporises. Après, j'ai déjà eu des clients mécontents au téléphone. En général, la façon dont je m'y prends, c'est que dans un premier temps, je fais toujours un espèce de mea culpa. Si je dois m'excuser, je m'excuse, ou alors je montre de l'empathie. Ouais. Pour déjà calmer le client. Et après, c'est le plan dont j'ai parlé tout à l'heure. Soit je temporise et je dis je me renseigne, ne vous inquiétez pas, je vous appelle dans 2 heures, je vous donne la solution, il faut que je fasse quelques recherches. Soit j'ai immédiatement la solution et à ce moment-là, je peux tout de suite lui proposer une alternative ou lui dire je gère ça dans l'heure qui arrive, je consulte mon planning, enfin voilà. C'est vrai que nous, on est plutôt des filles stoïques, entre guillemets, on n'est pas tout feu tout flamme. Par contre, moi, les émotions, elles viennent plutôt après. Le soir, tu cogites, tu dors plus, tu manges pas. Et ça, par contre, ça ruine la santé mentale. Et du coup, moi, j'ai une arme ultime, mon petit carnet. Ça paraît tout bête, surtout à l'oral, mais souvent, je les ai en direct au téléphone. Donc, quand il y a un client qui arrive, ah, ça va pas, ben, je fais, ok, je vous écoute, je prends toutes les notes, tout, dites-moi tout, je le questionne à fond, je lui pose même plus de questions que ce qu'il voulait me dire, du coup, il vide un peu son sac. Et après, je lui donne la solution. Ok, ça, c'est Jenny qui va le faire. Ok, ça, c'est Jenny qui va faire les recherches. Ok, ça, je m'en occupe tout de suite. Ça, je m'en occupe demain. Et en fait, je lui dis qui et quand. Et je lui donne le plan d'action. Et en général, ça fait ok. Ça, j'essaie de me souvenir depuis tout à l'heure, mais j'ai pas le souvenir de débordement en fait. Si jamais elle est trop loin, même si on a déjà eu un client mécontent au téléphone, en général c'était parce qu'il y a un moment où le site était hors ligne, ou c'est parce qu'il y a une mise à jour qui s'est faite et pendant la mise à jour, du coup il y a eu un conflit avec je ne sais quel... Mais c'est jamais parti trop loin, c'est-à-dire que le client appelle, il fait comprendre qu'il n'est pas content parce que c'est normal. En fait, on a soit des clients agacés et quand on leur dit pourquoi et ce qu'on va faire, du coup ça va. Soit on a des clients en panique et là pareil, on leur dit on est là. On est là pour vous, les 2 pieds dedans. Et là, ils font bon, ça va, je suis pas tout seul.
J'ai quand même les filles avec moi. Ce qu'on a testé aussi, et peut-être qu'on faisait pas trop au début, on en parlera plus tout à l'heure, mais c'est le fait d'appeler, de favoriser plus l'échange de vive voix, Oui. plutôt que l'échange à l'écrit qui temporise pas du tout. Qui peut être interprété. Qui peut être, voilà, c'est ça. En fait, là, avoir peur d'appeler, ça pose plus problème que d'appeler. Presque à faire un appel maladroit, être honnête au final, de dire bon, écoutez, j'ai bien compris que ça allait pas, ou j'ai bien compris que vous étiez agacé. Par contre, là, je suis là pour régler le problème. Et par contre, ouais, si ça dérape, dire bon, écoutez, payer ou pas payer, moi, j'accepte pas qu'on me parle comme ça. Ouais, donc, soit vous vous calmez, soit on se rappelle un peu plus tard le temps de se calmer, quoi. J'ai un seul souvenir, mais j'arrive pas exactement ce que c'était dans ton cas. Tu avais dit d'abord on redescend et on discute après. Mais je sais plus. J'ai déjà dû le dire 2-3 fois, et en fait, souvent les gens sont même pas en colère contre nous et réalisent qu'ils sont à ce moment-là. Oui. Pour résumer, je dirais empathie, écoute, solution et le ton. Garder un ton toujours neutre en fait. Toujours neutre. Toujours neutre. Le meilleur moment pour appeler un client? Quand t'as un truc chouette à lui annoncer. Le meilleur moment pour appeler un client, c'est tout de suite. Dans le sens où quand il y a un problème, si t'as peur, plus t'attends, plus il va s'énerver. Et sinon, je dirais aussi quand c'est pas trop urgent, important, le meilleur moment pour l'appeler, c'est quand tu te sens de le faire. Par exemple, moi je fais en sorte de me lever très tôt pour être dès 9h capable d'appeler un client, d'être réveillée et tout, parce que j'aime pas être embrumée. Par contre, si pour X ou Y raison, je me lève un petit peu plus tard, si à 9h je me sens pas, eh bien, j'appelle à 10h, c'est pas grave. Et moi, ça va être quand je suis en pleine intervention, qu'il y a des moments où je rame un petit peu, je suis la tête dans le code, je fais des tests, il faut pas que je perde le fil. À ce moment-là, je lâche pas tout pour... Enfin voilà, sinon déjà de une, ça va pas fonctionner. Enfin, l'échange, il va pas être plus constructif, puisque moi, je vais être encore la tête dans ce que je fais. Et puis, en plus de ça, je perds le fil, donc ça m'énerve un petit peu quand même. Donc, le meilleur moment, c'est de l'appeler une fois que j'ai terminé. As-tu peur de te faire prendre de court par un appel téléphonique, par exemple? Tes techniques quand ça arrive? Oui, j'ai peur de me faire prendre de court. Finalement, c'est un petit peu la même technique quand le client appelle et que tu sens qu'il est un peu dans l'émotion plus, d'écouter, de prendre en considération le problème, de bien le comprendre, parce que des fois en panique, du coup, on comprend pas forcément ou alors on n'utilise pas les bons mots, quitte à s'échanger des captures d'écran par mail en live pour bien visualiser le problème. Et ensuite, soit j'ai la solution tout de suite qui me vient en tête et je propose au client de mettre ça en place, soit je n'ai pas la solution et à ce moment-là, je lui dis je vais devoir faire des recherches, donc je vous rappelle ou je vous envoie un mail pour vous proposer une ou deux ou trois ou plusieurs solutions. Moi, je crois que j'ai 2 petites solutions qui peuvent aider, mais ça dépend vraiment du contexte. La première, c'est de montrer de l'attention au client. Par exemple, si le client appelle « Ouais, ça marche pas, nanana », ça part un peu dans les tours, je lui montre que là, je le prends au sérieux. Par exemple, je dis « Ok, alors attendez, j'étais dans une maquette, je l'enregistre, je prends le temps de vous prendre au téléphone et je prends mon carnet pour tout noter. Parce que là, je sens qu'il y a un gros problème. Là, je m'arrête, je suis pas en train de faire un truc en même temps, je m'arrête pour vous écouter. » Ou alors, il y a la technique de « Ok, là, je vois qu'il y a un truc qui va pas, je vous propose qu'on passe en visio. Comme ça, ce sera plus simple, vous m'expliquerez mieux. » Et puis en plus, ça permet de raccrocher, de lui montrer qu'on prend le temps de faire un visio, de lui montrer, de lui accorder une solution plus, entre guillemets. Toi, en raccrochant dessus... Ok, s'il faut que je regarde un truc vite fait, j'oublie une partie de ce dossier où je l'ai plus très bien en tête, entre guillemets, parce que j'oublie pas mes dossiers, mais tu vois, ça arrive. Ouais, un détail, une ça date... permet de temporiser, vraiment, de gagner un peu du temps. Quels sont les points ou les personnes qui t'ont aidé à progresser? Alors pareil que dans le premier micro, déjà, le fait d'en parler entre nous, et juste l'expérience, le fait de faire, on finit par progresser. On n'a pas hésité à se dire, pas que par vidéo sur nos réseaux sociaux perso, mais quand on faisait des rendez-vous, quand on avait un échange en réel à deux, à se dire, tu vois, là, t'as dit ça, ou alors à ce moment-là, t'as réagi comme ça, se faire des retours. T'as raison. Alors, je pense que les 2-3 premières années, on ne faisait jamais de rendez-vous seul. Oui, c'est vrai. Mais c'est trop récent. Mais c'est vrai, c'est ça. Et du coup, t'as raison. Le fait d'être à deux, à la fin, on débriefait. À chaque fois, on débriefait. Et ça, c'était notre force d'être à deux, parce que je pense que quand t'es seul, c'est tellement dur. Moi, je sais que des fois, je te disais, quand tu doutes, ou quand tu es mal à l'aise, ou que ça devient compliqué, t'as la voix qui baisse et tu parles de plus en plus doucement. Et en fait, le client, il était là, ah ouais, elle est en train de se dégonfler. Alors que non, t'avais raison et t'étais là, mais en fait, dès que ça te pesait, c'est vrai. Tu baissais et puis t'avais tendance même à te renfermer légèrement, ça se voyait. C'est vrai, mais ça a été clairement ça en fait. Et moi, c'était là, tu parles trop, là, t'en dis trop. Oui. Là, tu divagues trop, le client, tu le perds. À vouloir trop bien faire, je déballais, mais c'était du vent.
Et tu me disais, en fait, juste cette phrase, elle était très bien, t'avais pas besoin d'en faire plus. Je pense qu'il nous a bien fallu une bonne année de rendez-vous à deux. Moi, l'effet que ça m'a fait, c'est que quand je suis partie après un rendez-vous seule, ben, j'avais plus l'impression d'avoir les bagages, tu vois, d'avoir tout ce qu'il faut pour réussir, parce que j'avais eu déjà les retours. Alors qu'au tout début, quand t'as moins de pratique et puis que t'y vas, la sensation que ça donnait, c'était que t'étais pas légitime. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Syndrome de l'imposteur. Voilà. Ce qui nous a aidé aussi, c'est notre entourage. On a la chance, toi et moi quand même, que dans nos familles, il y ait des cadres, il y ait des chefs de projet. Et ils nous ont aussi décomplexés. C'est-à-dire que même des cadres nous ont dit, oui, moi aussi, avant un rendez-vous client, j'ai un petit peu la pâteuse. Et là, tu te dis, ok, mais en fait, même lui qui est tout là-haut, il a aussi tout son processus pour bien gérer son... C'est tout le monde, en fait. Tout le monde a ses petits secrets. Des petites phrases aussi qui faisaient du bien, pareil, des gens dans notre entourage qui sont cadres, chefs, qui ont fait des carrières de fou et qui nous disaient ah, mais à votre âge, moi je faisais pas ça. Hein. Et dès qu'il fallait que je parle... Dans mon entourage, moi, ça a été tout le monde. Même ceux qui ont des postes à responsabilité ou ceux qui en ont des postes moins importants, entre guillemets. Les retours, j'ai eu pas mal de retours et le soutien qu'il y a derrière. Et ça a beaucoup aidé à avoir la confiance et à te dire, mais si, en fait, t'es légitime, t'es crédible. Quand tu parles à quelqu'un, si, tu peux y aller, parce que c'est bon. Et je dirais même que tout l'entourage peut être inspirant, parce que des fois, dans notre entourage, il y a des gens qui ont des postes plus modestes, on va dire, même s'il n'y a pas de poste plus important. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui est caissière et qui nous en raconte mais des vertes et des pas mûres sur les clients qu'elle se tape. Mais ça aide quand même, hein. Mais ça aide un truc de fou. Je dirais qu'entre nous, ça a été dans la pratique, on s'est échangé des conseils et notre entourage nous a beaucoup aidé à avoir toute la confiance qu'il faut justement, parce qu'il en faut quand tu gères un échange de vive voix, que ce soit avec un client ou avec un partenaire, il faut une certaine confiance. Lors d'un forum, événement ou autre, comment entres-tu en contact avec les autres ? C'est facile. Pourquoi je rigole ? C'est facile, on le fait pas. On a essayé d'aller dans des forums, tu te rappelles ? On n'y arrive pas, on n'est pas fait pour ça, on n'a pas le feeling. Je pense que non, on ne fait pas comme ça. Donc soit on va à quelque chose où il y a un atelier, par exemple, quand il y a quelque chose à faire, quelque chose à apprendre, ou vraiment une présentation, enfin un truc à faire qui fait que naturellement on sera forcément en contact. Oui, là on peut aller à ce genre d'événement. Ouais. Mais sinon, on n'y va pas, c'est une perte de temps, on sait pas le faire. Je pense que là, c'est vraiment, ça dépend de la personnalité aussi, il faut avoir une certaine confiance, il faut avoir un certain bagou, faut pouvoir faire la discussion, il faut pouvoir rebondir. Il faut ressembler à un adulte. Déjà. Pourquoi tu dis ça ? Mais parce que les gens pensaient tous qu'on était stagiaires. Oui, aussi. Donc après... Vrai. Je me rappelle de cet événement-là. On en parlait le mois dernier, mais l'image, ça fait aussi beaucoup. Et c'est pas qu'on se cache, mais quand on ressemble à une stagiaire de 16 ans, les gens viennent pas spontanément vers toi, donc ils sont pas forcément réceptifs. Il me semble même que lors d'un événement où on était toutes les deux, et je m'en souviens très bien, on a eu la réflexion, je sais pas exactement, et c'était pas une réflexion méchante, hein, mais on a eu le commentaire mais vous avez monté votre boîte, vous êtes co-directrice. C'est l'honnêteté qui fait mal. Il y a 5 ans, on faisait vraiment bébé. Donc ouais, ça nous a desservi, et je pense que au bout d'un moment, ça sert à rien de tout maîtriser. Ouais. S'il y a des choses qui vous conviennent pas, le faites pas, c'est pas grave, c'est pas une obligation. Le démarchage, easy ou torture ? Torture. Le démarchage, c'est pas juste de la communication. Non. C'est principalement des techniques commerciales. On a essayé de le faire et ça colle pas, quoi. Je pense qu'en communication, et même de manière générale, quand on a une entreprise, il faut reconnaître ce qu'on ne sait pas faire. Donc nous, le démarchage, on s'est rendu compte qu'on ne maîtrisait pas ce genre de technique. À la base, on est graphiste, notre métier c'est de dessiner des licornes. Hein, on n'a pas fait école de commerce. Donc on ne sait pas faire, on n'a pas les techniques, on n'a pas le feeling, parce qu'il y a aussi des gens qui ont le feeling, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir faire quelque chose ou apprendre à faire quelque chose. Et du coup, on a arrêté de le faire parce que ça nous faisait perdre beaucoup de temps pour très peu de résultats. Par contre, faut pas rester borné sur l'idée. Là, par exemple, on est en contact avec l'ADI de Gironde, c'est un organisme de formation qui soutient les entrepreneurs locaux, et on va participer à des ateliers pour apprendre à faire ça. On a ciblé cette problématique, on a vu que ce serait un plus pour nous, et il ne faut pas avoir peur de continuer à se former, il ne faut pas se dire « je suis nul en démarchage ». Point. Au cours de notre lancement, on a eu plusieurs approches, c'est-à-dire qu'au tout début,
On s'est dit, il faut à tout prix qu'on démarche, faut à tout prix qu'on démarche. Donc on l'a fait alors qu'on n'était pas du tout à l'aise là-dedans, on n'était pas formé pour, donc c'était un petit peu catastrophique. Ensuite, on s'en est rendu compte. Donc on s'est dit, bon, ben, on va le faire, mais on va assumer le fait qu'on n'est pas commercial. Donc après, les gens le sentaient, mais ça donnait rien. Donc effectivement, c'est à cette période-là qu'on a perdu énormément de temps. Parce qu'on s'est dit, en le faisant, en assumant qu'on n'est pas commercial, ça passera quand même. Il y a eu des contacts, on a eu quelques touches, mais par rapport au temps d'investissement, c'était pas assez. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, vous n'êtes pas commercial. Ah oui, moi aussi. Non. Mais ça fait du bien, hein. Oui. Parce qu'ils avaient vraiment l'impression de parler à quelqu'un qui réellement faisait son métier, qui n'était pas juste là pour le vendre. Il y a eu quelques touches, mais pas assez. Il y a des gens aussi qui ont passé vraiment pour des idiotes et voilà, ça marchait pas et puis c'est tout. Oui. Et aujourd'hui, le troisième plan d'action, c'est se former. Quand tu annonces une mauvaise nouvelle à un client, ta méthode. En gros, pour annoncer une mauvaise nouvelle à un client ou juste pour faire un appel qui me met un peu la pression parce que c'est une très grosse réunion ou quelque chose comme ça, enfin, tu vois de quoi je parle. Ce que je fais, c'est que je me prépare à fond. Donc en général, j'ai mon petit rituel où j'ai mon ordi avec tous les documents qui sont déjà ouverts, logiciels, si c'est des maquettes ou quoi. Tu sais, le fait de... Quand tu ouvres ton fichier et que ça charge trop longtemps et que du coup tu perds tes moyens et que tu fais des blancs et que le client se dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc j'ouvre tout à l'avance, toutes mes pages de navigation aussi, tout ce qui pourrait m'aider en fait. Après j'ai mon carnet où j'ai bien mis tous les points que je voulais aborder. Je mets ensuite toutes mes infos qui pourraient m'aider, tout le vocabulaire, le nom des personnes. Je prépare tout ce qui peut me permettre d'être plus crédible, plus à l'aise, plus spontané. Et j'ai mon petit carnet pour tout noter. Et je vois à l'avance aussi avec toi les solutions qu'on peut proposer. J'improvise pas quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, je pense que c'est le seul mot à retenir, c'est qu'il faut surtout pas improviser dans ces moments-là. Se préparer aussi éventuellement à toutes les réactions. De mon côté, en général, c'est souvent quand une fonctionnalité ne peut pas être mise en place sur un site internet. Ça, c'est très dur pour un client de comprendre pourquoi. On peut pas l'expliquer en fait. C'est le code qui veut pas, à un moment donné, basta. C'est pas compatible ou il y a un conflit et donc. En général, je ne le dis pas juste au client, ça c'est pas possible, ça marche. Non, c'est pas possible. Donc je prends le temps avant de faire des recherches, de voir du coup les alternatives que je peux mettre en place, même si je sais que ça colle pas parfaitement à la demande du client. Et après, derrière, j'appelle. Oh. Ta pire boulette pendant un échange client. C'était pas un échange de vive voix, donc ça compte pas. Oh, raconte quand même. Ouais, mais je peux pas la raconter trop à fond. Mais toi, c'est toujours des trucs inavouables. Je fais pas les choses à moitié. En fait, on a un surnom, toi et moi. Et j'ai envoyé un texto au client et au lieu de lui dire je vais demander à Alison et je te tiens au courant, et j'ai dit je vais demander à... et je te tiens au courant. Ça va, il a pas relevé, hein. Mais alors, moi, pendant plusieurs jours, ça m'a pesé. Ou le trou de mémoire. Ah non, ça m'arrive tout le temps. Blablabla. Ah non. Et du coup, je le dis. Ah ouais, ça c'est ma boulette. J'ai un trou de mémoire. Ah ouais, moi c'est ma boulette signature. Attends, le bip bip, c'est pas la caméra qui s'est arrêtée? Non, il filme toujours. Les clés de la voiture, à GoPro, j'en peux plus.